Bonjour à tous. Dans ce diaporama, nous allons voir la structure de l'œil et de la rétine. Nous verrons dans un premier temps quelles sont les différentes parties de l'œil, dans un deuxième temps quelles sont les différentes couches de la rétine et leurs fonctions. Dans un troisième temps, je vous expliquerai comment se met en place la rétine au cours du développement embryonnaire en prenant le modèle du poulet. Et ensuite, je vous donnerai le travail que vous avez à effectuer individuellement puis en groupe. Donc, tout d'abord, la structure de l'œil, anatomie, histologie et fonction de ces structures. L'œil, vous avez un schéma à annoter que je vous ai donné sur eCampus. Il est formé de deux grandes parties. La chambre antérieure, j'ai représenté toutes les structures de la chambre antérieure en bleu dans le tableau, et la chambre postérieure qui est représentée en orange dans le tableau. Donc la chambre antérieure est composée en général de structures qui vont laisser passer la lumière, qui sont des milieux transparents, entre autres. Donc vous avez tout d'abord la cornée, donc la cornée qui est à l'avant de l'œil, ici. Donc c'est une lentille convergente et une tunique protectrice de l'œil. Elle va expliquer la capacité de convergence des rayons lumineux de 2/3 de l'œil. C'est-à-dire que c'est finalement, on l'oublie souvent, mais elle qui est responsable de la réfraction des rayons lumineux, de telle sorte que les rayons lumineux qui arrivent vont être déviés et converger sur la rétine pour que l'image se forme sur la rétine qui est l'écran de l'œil. Donc c'est la principale lentille de l'œil qui est transparente et qui est protégée elle-même par la conjonctive qui peut s'enflammer, et donc vous avez des conjonctivites par exemple lorsque vous avez un rhume. Ensuite, la deuxième lentille de l'œil, c'est le cristallin. Ce cristallin est moins convergent, c'est une lentille qui va expliquer que 1/3 de la capacité de convergence des rayons lumineux, mais cette capacité de convergence des rayons lumineux peut être modifiée par la forme du cristallin. Le cristallin peut se bomber ou s'aplatir. S'il se bombe pour voir de près, ça va permettre d'avoir plus de pouvoir de convergence, donc les rayons vont toujours se former sur la rétine, et quand vous regardez au loin, le cristallin va s'aplatir, ce qui va diminuer le pouvoir de convergence du cristallin, et les rayons d'un objet au loin se convergeront toujours sur la rétine. Donc il va adapter sa forme, son pouvoir focal, pouvoir assurer une formation de l'objet observé sur la rétine, quelle que soit la distance auquel se trouve votre objet. Alors comment ce cristallin modifie sa courbure? C'est grâce à des corps ciliaires qui sont des muscles qui sont localisés ici et qui vont tirer grâce à des ligaments suspenseurs sur ce cristallin. Donc quand ils tirent, ils l'aplatissent pour regarder de loin, et quand ils se relâchent, ces muscles, du coup on va avoir un cristallin qui va être bombé et ça va permettre de voir de près. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation à la distance. Donc les corps ciliaires dans le tableau, je vous ai mis qui modifie la courbure du cristallin. C'est un muscle qui va se contracter. Et donc entre la cornée et le cristallin, vous avez un liquide qui est nutritif, qu'on appelle l'humeur aqueuse, et qui va donc maintenir la pression de l'œil au niveau de cette chambre antérieure et qui va nourrir la cornée et le cristallin. Alors si jamais l'humeur aqueuse s'accumule dans l'œil, parce qu'elle est produite en permanence et elle doit être éliminée par des petits trous qui sont ici, si elle s'accumule, ça peut induire des dommages sur les structures en augmentant la pression intraoculaire. Donc c'est pour ça que quand vous allez chez l'ophtalmologue, il va vous injecter un petit peu d'air sur l'œil pour mesurer cette pression et vérifier que justement sa sécrétion et son élimination se font correctement. Vous avez également l'iris. Donc l'iris, c'est un muscle qui va assurer l'accommodation à la quantité de lumière. Donc quand vous regardez un œil de face, vous voyez une partie colorée, et la couleur de l'œil, en fait, c'est la couleur du muscle de l'iris. Donc si votre iris est contracté, en fait, ça va diminuer la taille de la pupille, qui est le noir de l'œil, et donc il y aura moins de lumière qui va rentrer à l'intérieur. Et par contre, si votre iris se relâche, vous allez avoir une pupille qui est dilatée et qui va vous permettre de faire rentrer plus de lumière dans l'œil. Et donc ça, c'est en général quand il fait sombre, vous avez votre pupille qui s'agrandit. Donc c'est grâce à ce muscle, l'iris coloré, qui vous donne votre couleur de l'œil, que vous avez cette accommodation, cette fois-ci à la quantité de lumière. Donc ne pas confondre l'accommodation à la distance grâce au cristallin et accommodation, c'est un diaphragme, à la lumière pour l'iris. Alors l'humeur vitrée, en fait, elle est en prolongement de l'humeur aqueuse. Elle appartient plutôt finalement à la chambre postérieure. Il faudrait la mettre en jaune. Et donc c'est aussi un liquide qui va maintenir la forme de l'œil
et qui va nourrir les différentes structures de la chambre postérieure de l'œil. C'est un peu dans la continuité de l'humeur aqueuse. Donc voilà pour les structures de la chambre antérieure. Maintenant pour la chambre postérieure, vous avez donc différentes couches, un peu comme un oignon de l'œil. La couche la plus externe, qui est en prolongement de la cornée, c'est ce qu'on appelle la sclérotique, c'est le blanc de l'œil, qui va être une tunique rigide, relativement rigide, qui va permettre de protéger l'œil. Ensuite, dessous en bleu, vous avez la choroïde. La choroïde, c'est un tissu qui va contenir des vaisseaux. Et ces vaisseaux vont permettre de nourrir la rétine, parce que la rétine n'est pas vascularisée. Et la rétine, pour terminer, c'est le tissu nerveux de l'œil, qui va transformer les rayons lumineux qui ont été convergés sur cette rétine en un flux électrique. Donc en général, l'objet qui vous intéresse va former une image au niveau d'une structure qu'on appelle la fovea. C'est là où vous avez le plus de photorécepteurs par millimètre carré, donc où vous avez une acuité visuelle importante. Et donc c'est grâce à cette acuité visuelle de la fovea qu'on voit très bien les détails au niveau du centre de notre champ de vision. Par contre, en périphérie, l'image de ce que l'on voit en péri va se former plutôt en périphérie de la rétine, c'est-à-dire en dehors de la fovea. Et là, il y a moins de photorécepteurs au mètre carré, donc on va perdre au niveau acuité. Donc la lumière va être transformée en potentiel électrique, en variation de potentiel électrique, et donc ça va être transmis ces messages électriques vers le cerveau grâce au nerf optique qui est en fait formé par des axones de neurones de la rétine qu'on appelle les cellules ganglionnaires. Ce nerf optique, il est vascularisé et on a des vaisseaux qui arrivent aussi par ce nerf optique. Voilà, donc pour résumer, la sclérotique, c'est la tunique rigide de protection de l'œil. La choroïde, c'est une gaine vascularisée qui va nourrir la rétine. La rétine, c'est un écran sur lequel va se former l'image de l'objet et qui va transduire le signal lumineux, c'est-à-dire le transformer de lumière en message électrique. Et le nerf optique va transmettre cette information électrique au cerveau. Il y a une couche que l'on ne voit pas ici, qui est localisée entre la choroïde et la rétine, et qui s'appelle l'épithélium pigmentaire rétinien, et on verra qu'il a un rôle essentiel dans la protection de la lumière en absorbant une partie de l'énergie lumineuse, et aussi en participant au fonctionnement des photorécepteurs. Mais donc on ne le voit pas, il est entre la choroïde et la rétine. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter ces différentes structures, ces différents tableaux, juste en mettant l'humeur vitrée finalement plutôt dans la chambre postérieure. Pour modéliser finalement simplement l'œil, on peut utiliser ce système un peu optique. Donc la lumière va être convergée grâce à deux lentilles. Donc elle va être en fait réfractée, parce qu'il va y avoir un changement d'indice de réfraction de l'air entre le milieu extérieur et les différents composants de l'œil. Donc la cornée va dévier une partie des rayons lumineux, ce qui va permettre de les faire se converger. Ensuite, le cristallin va assurer également la convergence des rayons lumineux, ce qui fait qu'un objet, par exemple, qui est situé à l'infini, donc à une très très longue distance, va former une image sur la rétine. Et en général, si c'est l'objet qui vraiment est au centre de notre champ de vision, va se former au niveau de la fovea. Donc la rétine, c'est l'écran, et la fovea, c'est l'endroit où va se former l'image de l'objet qui est au centre de notre champ de vision. Et l'iris, donc c'est un diaphragme qui va régler la quantité de lumière qui arrive au niveau du cristallin. La lumière va juste pénétrer par la pupille qui est l'orifice. Donc revenons sur les structures de la chambre antérieure de l'œil, cette fois-ci en histologie. Ici, vous avez une coupe transversale de l'œil. Vous voyez le cristallin, la cornée, et entre les deux, du blanc qui serait rempli d'un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. L'iris a cette forme, alors parce que cette fois-ci on le voit en coupe, mais sinon, vu de face, ça ferait un cercle autour du cristallin qui délimite un orifice qui est ici, qu'on appelle la pupille. Le plan de coupe ne passe pas par cette structure, donc on a les ligaments suspenseurs qui relient le cristallin aux muscles cilaires. Donc les muscles ciliaires qui sont des muscles qui vont assurer la modification de la courbure du cristallin. Donc le cristallin, c'est pas une structure amorphe, acellulaire, c'est formé de plusieurs cellules qui vont être remplies de protéines qu'on appelle les cristallines qui sont transparentes et qui vont laisser passer la lumière. Donc il est formé
il va grandir au cours du développement par apposition de cellules en ruban, comme ça, concentriques, les unes au-dessus des autres, de chaque côté. Donc c'est comme ça que votre cristallin va pouvoir se bomber. Donc quand on vieillit, le centre du cristallin, qu'on appelle le noyau, qui est formé des cellules qui se sont formées le plus tôt au cours du développement embryonnaire, peut s'opacifier, et c'est ça qu'on appelle la cataracte. Donc vous avez ici une représentation de l'accommodation à la distance. Si vous regardez un objet au loin, votre cristallin est plutôt aplati, de telle sorte que cet objet va former une image sur la rétine. Et ensuite, si vous regardez un objet de près, votre cristallin va se bomber, ce qui va permettre d'augmenter la capacité de convergence des rayons lumineux, et votre objet se formera toujours sur la rétine. Donc grâce au cristallin, tous les objets ont une image qui se forme tout le temps sur la rétine. Maintenant, en histologie, à quoi ressemble la chambre postérieure de l'œil? Donc ici, je vous ai donné une coupe où vous avez l'extérieur de l'œil. Donc ça représenterait en fait un zoom de ces zones-là. Vous avez l'extérieur de l'œil ici, et là, en 11, l'UV, donc l'intérieur de l'œil. Donc la couche la plus externe que l'on a ici, c'est la sclérotique, qui s'est détachée lors du traitement histologique de la choroïde qui est ici. Mais normalement, ce serait collé. Ensuite, en 2, vous avez une couche noire formée de cellules. Donc c'est un épithélium monocellulaire simple qui est formé de cellules avec une accumulation de pigments qu'on appelle la mélanine. Donc la mélanine va absorber la lumière, ce qui va permettre de protéger aussi de l'excès de lumière. Donc quand vous regardez finalement au niveau de la pupille, donc l'orifice délimité par l'iris, vous voyez que votre œil est noir. Mais en fait, ce noir que vous voyez, c'est le fond de l'œil, c'est cet épithélium pigmentaire rétinien que vous voyez. Et donc chez les animaux qui sont albinos, il n'y a pas de mélanine produite, et donc vous voyez des yeux rouges au niveau de la pupille. Pourquoi? Parce que vous voyez les vaisseaux sanguins qui sont dans la choroïde. Donc ensuite, vous avez plusieurs couches de cellules, mais tout ça, de 3 à 10, ça correspond à la rétine. Donc ces cellules, ce sont des neurones qui vont être capables de capter la lumière, la transformer en message électrique, traiter cette information et l'envoyer au cerveau. Donc on va revenir plus en détail dans cette structure de la rétine.